Et donc, vous avez choisi l'enseignement parce que vous aimez enseigner. Oui, tout à fait. C'est ça, vous aimez enseigner. Tout à fait. Et non pas parce que c'est un besoin financier, c'est-à-dire de sécurité. Besoin financier, oui, mais vous pouvez travailler aussi pour faire autre chose. Vu les qualifications que vous possédez, vous pouviez travailler dans autre chose. Oui. Donc vous avez choisi l'enseignement parce que vous l'aimez. De passer un concours. Oui, on parle de prise de vocation, là on a vraiment la vocation, quelqu'un qui aime son métier et qui a choisi de passer des concours et de devenir professeur des écoles. Dans le premier degré. Dans le premier degré. Parce que j'aurais pu... voilà. Mais j'ai choisi de... Vous avez les capacités de passer le concours, par exemple, pour enseigner au second. Et... Mais elle a réussi son concours écrit au second. Elle a passé les deux en même temps. D'accord. C'est un choix qu'elle a fait. C'est un choix qu'elle a fait. D'accord. Oui. Par amour. Oui, parce que être dans la classe, et comme j'ai toujours dit, hein, quand je suis dans la classe, ce sont les élèves qui sont face à moi. C'est pas la hiérarchie, c'est pas la rectrice, c'est pas la dazen ou le dazen, peu importe. Ce sont les enfants, donc j'ai envie de dire, ce sont eux qui vous voient et qui voient comment vous comportez à leur égard. Ils savent, ils le savent. Et en général, les parents le savent aussi, parce que vous disiez, quand il y a un souci, bien souvent on n'attend pas à 16 h, bon nombre de collègues le savent, à 16 h, le parent vous attend, écoutez, il faut que je vous voie, mon enfant m'a dit si, ça n'a jamais été le cas, jamais, on ne peut pas imaginer de passer de rien à ça. Pour replacer cette histoire dans son contexte, ma femme et ma fille étaient dans la même école, une école du Gros Monde qui est l'école du Glottin. Et ma femme enseignait pour, je crois, une CE2. Non, la grande section. CE1. Pour la grande section CE1. Donc on avait des élèves en fait qui pouvaient avoir 4 ans et d'autres le double, donc 8 ans. Et dans ce cadre-là, une autre fille, elle était dans une classe de CE1. CE2, avec la très directrice, aide-moi s'il te plaît. Voilà, la classe de CE2. Et notre fille dans ce cadre-là a été frappée par l'enseignant quart de décharge de la directrice. Tout à fait. Un mardi. Notre fille est venue voir sa maman, qui est professeure dans cette école, avec un coup à la tête. Ce qui a occasionné de devoir quitter malheureusement l'école. Alors, je reprends pour que tout le monde puisse bien comprendre. Donc, le jour, c'était le 12 février 2019. Le 12 février 2019. Avant la récréation. Avant la récréation, votre fille reçoit un coup sur la tête. Sur la tête. De dos. De dos, un coup d'ardoise. Un coup d'ardoise en bois. En bois. Ce qui provoque des céphalées et des nausées. Et une bosse. C'est pour ça qu'elle vient me voir à ce moment-là. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous avez fait après ça? Sa maman est allée voir. J'ai dû l'emmener consulter à cause des douleurs. Et donc un médecin. Oui, tout à fait. Elle a consulté un médecin et c'est ce médecin qui lui a rédigé un certificat médical constatant qu'il y avait échymose, qu'il l'a gardé en observation par rapport aux nausées pour voir si elle allait vomir ou si elle avait d'autres séquelles, et qui a rédigé un certificat d'ITT, donc interruption temporaire de travail de 1 jour. Donc, votre fille, suite à ça, a eu une bosse. Oui. Un coup. Ah, oui. Elle a appelé ça un érythème sur le cuir chevelu. Oui. D'accord. Donc, je suppose qu'après ça, vous avez demandé un entretien. Tout à fait. Tout à fait. À la directrice. Au responsable du corps pédagogique. L'inspectrice de la circonscription et la directrice. D'abord la directrice qui ne vous a pas reçu. Alors la directrice ne vous a pas reçu d'abord. Elle ne vous a pas reçu d'abord. Puis ensuite, on nous a indiqué qu'en cas de non-réponse de la directrice, il fallait s'adresser à l'inspectrice d'éducation nationale. En l'occurrence, là, c'était la circonscription de Saint-Joseph. Qui regroupe le Gros Monde et Saint-Joseph, c'est important. Donc je suis parti de mon travail l'après-midi, parce que c'était une urgence, il s'agit de ma petite fille, et je suis allé rejoindre ma femme, afin que l'on puisse avoir avec ma petite fille, afin qu'on puisse avoir un entretien. On était donc au niveau de l'inspection d'éducation nationale de Saint-Joseph. D'accord. Cette dame y était. Oui. L'inspectrice était présente, sa secrétaire était présente. Alors comment ça s'est passé? On ne l'a jamais pu la voir parce qu'elle ne nous a pas reçus. Elle n'avait pas de réunion. Elle était dans son bureau et la secrétaire nous a indiqué que
elle ne souhaitait pas nous recevoir, alors qu'on lui avait expliqué ce qui s'était passé. Mais alors, à quel moment vous avez pu être mis en rapport avec le professeur en question? Bien plus tard. Oui. Alors, déjà, la secrétaire de l'inspectrice on appelle ça l'IEN, l'inspectrice d'éducation nationale, nous a indiqué que si on n'était pas reçu, il fallait éventuellement aller à la police, déposer au moins une main courante, parce que la situation est quand même grave. Un enfant frappé par un professeur de dos. Donc la secrétaire. Hein? La secrétaire. D'accord. Donc voilà, on a quand même attendu. J'ai relancé la directrice pour obtenir un entretien avec l'enseignant, puisque à ce moment-là, je n'ai que ma fille et je ne sais pas ce qui s'est passé dans la classe. D'accord. Alors, est-ce que cet entretien-là, finalement, a eu lieu? Oui, 8 jours après. Oui. Entre-temps, la veille ou l'avant-veille, on est quand même allé à la police, parce que ne voyant rien venir, on s'est rendu à la police. Je me suis rendu à la police. Avec la petite. Avec la petite. Et c'est là que l'officier de police judiciaire m'a dit que les faits sont trop graves, que cette personne lui semble connue, parce qu'il m'a tout de suite dit c'est un professeur du gros monde. Je lui ai dit oui. Il m'a dit non, nous avons déjà eu des mains courantes à ce sujet, cette fois-ci il faut y aller là. Vous avez un certificat médical. Vous avez un certificat médical, vous avez ceci. Et il a fait la disposition. Police ou gendarmerie? Police nationale. Donc pour la montée. Oui, tout à fait. Donc en fait, je reprends, le policier vous dit allez-y franchement, oui, puisqu'il y a déjà un certain nombre de mains courantes concernant ce monsieur. Tout à fait. Bon, quand je parle du monsieur, c'est-à-dire de l'instituteur en question. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Alors, donc vous faites ça et après vous avez rendez-vous finalement avec la directrice et ce professeur. Tout à fait. On est accompagné aussi d'un témoin, donc nous sommes 5 dans le bureau. Et là, le professeur avoue donc les coups qu'il a portés. Il dit bien, oui, en effet, je lui demandais l'heure à écrire, à dessiner sur la droise en bois avec la craie. Et voyant, je lui ai demandé d'agrandir, et elle a fait un peu plus grand. Ensuite, je lui ai demandé de faire un peu plus petit. Et puis, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. De dos, il a frappé fortement avec cette ardoise. Et il a expliqué le motif, si on peut tenter de comprendre. Oui, il va utiliser l'expression c'est un fait de classe. Il va dire que ce qui s'est passé est un fait de classe. D'accord. Donc, il va estimer que c'est un fait de classe, donc c'est normal. C'est normal. Pour lui, c'est normal. Il n'y a pas matière à. D'accord. Et quelle est la réaction de la directrice? Aucune réaction. Aucune. C'est-à-dire que c'est le silence. Oui. Et même quand je l'interpelle moi en lui disant mais c'est quand même votre élève. D'accord. Elle dira que c'est pas son problème. Parce que ce jour-là, quand ça se passe, ce n'est pas concrètement elle qui est dans la classe. Alors, quand vous dites c'est pas elle concrètement qui est dans la classe, ça veut dire que c'est sa classe. Oui, et ce monsieur la remplace, on va dire de temps en temps, parce qu'il y a une décharge. Pour que tout le monde comprenne c'est quoi une décharge, parce que ceux qui vont nous écouter ne savent pas ce que c'est que forcément que c'est qu'une décharge d'un directeur. Pour assumer les missions de la direction, les enseignants, en fonction de la taille de l'école, ont droit à un certain temps qu'ils peuvent consacrer à l'administratif, au bureau, ce qu'on appelle au bureau. C'est-à-dire que dans des écoles, on va dire, relativement réduites, le directeur est en même temps enseignant et on lui laisse un temps pour assumer sa charge de direction. Et donc, pendant ce temps, un autre enseignant prend la charge, prend la classe en charge. Voilà. Alors, donc, mais quels ont été les mots de cet instituteur? C'est un de classe, ok. On est déjà choqué que ce soit habituel de frapper un enfant aussi lourdement. Mais en plus, ma femme lui a posé la question, il a dit mais c'est son collègue, elle a dit mes collègues. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour ne pas... Ce n'est pas normal que ça ne se reproduise pas. Et c'est là qu'il lui dit il faut que ce soit donnant-donnant. Alors c'est quoi donnant-donnant? Donnant-donnant, c'est monstrueux, mais vas-y Alex, parce que c'est... à ce moment-là, donc effectivement, il me répond à moi qu'il veut bien arrêter de la taper si elle accepte, si elle arrête, elle, en retour, de se moquer de lui. Alors, qu'est-ce qui fait quels sont les éléments qui lui permettent de dire que votre fille se moquait de lui? Nous n'en saurons pas plus, en fait. Il ne sait pas, il ne dit pas, il dit simplement qu'il a l'impression, quand il est de dos,
qu'elle se moque de lui plus. Il a l'impression. L'impression, mais sans plus. Donc il n'y a pas de mots, il n'arrive pas à dire que votre fille prononce ces mots, ou des moqueries, ou qu'il y a un fait de classe, il n'arrive pas à décrire. Non. Donc c'est une impression. Il a l'impression quand il écrit au tableau que notre fille se moque de lui. Mais il n'a aucun élément pour le prouver ou pour l'argumenter. D'accord. Je suis en droit de me poser la question, est-ce qu'il y avait eu des problèmes entre ce collègue et moi? Oui. Bah, non, en fait, pas du tout. Comme je l'ai dit, c'est l'enseignant qui était dans la classe le mardi. Et je lui dis d'ailleurs, quand il explique que c'est un fait de classe, je lui réponds que c'est pas du tout comme ça qu'on a appris à gérer la classe. En tout cas, c'est pas du tout comme ça que je gère la classe. Et je lui dis clairement que je suis surprise qu'en tant que collègue, il ne soit pas venu me voir. C'est-à-dire que ce jour-là, quand ça sonne, Inès, parce qu'elle a été mise au point après avoir été tapée, elle le précisera dans la plainte, dans ses déclarations, et une fois que ça sonne, il lui dit d'une façon pas correcte du tout de quitter le coin et qu'elle peut sortir. Quand elle vient se réfugier, m'expliquer qu'elle a mal, qu'elle a des nausées, je lui dis mais pourquoi lui n'est pas venu? Qu'elle soit venue, d'accord, mais pourquoi lui? Alors c'est une petite école de 1, 2, 3, 4, 5 classes. Il n'a pas de réponse. Il dit qu'il gère. Et moi je lui réponds mais enfin c'est pas du tout comme ça qu'on gère. Il avait la chance d'avoir le parent qui était là. C'était très simple de venir me voir et de me dire voilà il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et pourtant, non, on en restera là. Donc, j'aimerais rajouter quand même... Oui. On n'en restera pas là. Mais sur l'entretien, sur sa réponse, on en restera. Et aucune réaction, bien sûr, de la directrice. Alors, je l'interpelle quand même en qualité de directrice en lui disant qu'elle est donc la directrice de tous les élèves de l'école. Et qu'à ce titre, elle est donc aussi concernée par Inès et elle ne me répond pas du tout. Et je lui dis, quand lui dit c'est un fait de classe, je dis mais je ne peux pas accepter, c'est pas un fait de classe. Et j'insiste en lui disant... Engagez-vous à ne pas vous approcher, à ne pas la toucher, pas même avec un bic. Engagez-vous, elle dit qu'il n'y a pas eu d'incident et que par conséquent, il n'y aura pas de rapport. Donc, le médecin fournit un certificat médical et elle dit qu'il n'y a pas eu d'incident. Oui. Donc, il aurait peut-être fallu que ce soit je ne sais pas quoi. Et que donc, il n'y aura pas de rapport. Oui. Par contre, et le professeur avoue. Et le professeur avoue avoir frappé. Il explique fortement à la d'accord. Et vous avez un autre témoin. Vous êtes deux à avoir entendu cela. Et il y a un témoin qui était là, qui était présent. Oui, d'accord. Qui a produit une attestation qui a été produite en justice. D'accord. Bon, c'est très important ce qu'on est en train de dire parce que quand M. Jean-Nicolas m'explique comment il est sorti de la rencontre, quand il a entendu le professeur dire mais c'est donnant, vous avez un papa qui entend un monsieur dire c'est donnant pour une petite fille de 7 ans, il est sorti pour ne pas après qu'on lui dise qu'il s'est énervé, qu'il s'est machin, etc. Il a préféré sortir. Oui. Mais n'importe quel, beaucoup d'autres papas ne seraient pas sortis et puis aurait cassé la gueule du monsieur. Tout à fait. Et il aurait eu tort de le faire. Parce qu'il faut garder votre sang-froid par rapport à des situations énormissimes. Une simple question. Hein. Une simple question. La femme lui a posé la question, mais qu'est-ce que vous allez faire pour arrêter? Est-ce qu'on peut vous engager? Donnant. C'est donnant. Ça veut dire quoi? Devant la directrice. La directrice qui ne dit absolument rien. Qui me dit, moi je suis stupéfait. Et le gars il m'explique, non, c'est donnant. Si elle s'engage à ne pas se moquer de moi ou l'impression que j'ai n'a pas l'avoir, alors j'arrête de la taper. C'est pas possible. N'importe quel papa en Martinique, mais... Je suis désolé. Pour taper. Bon, pour dire les choses. Oui. Pour dire les choses. Suite à ça, donc on est en février 2019. C'est dans la période des vacances de carnaval. Nous sommes à la veille de la sortie des vacances de carnaval qui durent donc 15 jours. Nous sommes reçus aux alentours du 20 ou du 21 février. C'est la sortie des vacances de carnaval. Et donc, on peut dire que là, à partir de ce moment-là, à partir de la fin de l'entretien que nous aurons avec la directrice, l'enseignant, mon époux et le témoin, tout va basculer pour moi. Tout va basculer pour moi et tout va basculer pour Inès aussi. Oui. Parce que dès le 22 février 2019,
la sortie des vacances de carnaval, je suis, avec ma fille, littéralement mise sur le trottoir par Gwenelle Géraldine, directrice de l'école de Bloutin, qui est toujours directrice de l'école de Bloutin. Nous sommes mises sur le trottoir et l'école est fermée, cadenassée. Je n'ai pas d'explication. Je contacte la circonscription pour tenter de joindre le secrétariat, l'inspectrice, avoir une explication pourquoi nous on est dehors, pourquoi l'école est fermée, les élèves sont partis en parade au bourg du Grand Monde, mais pourquoi nous on est sur le trottoir. Puisque je suis venue, je peux prendre ma classe en charge. Et en fait, pas de réponse de la circonscription. Je vais donc rentrer à mon domicile avec la petite et adresser dans la foulée un mail circonstancié à l'inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription de Saint-Joseph, Madame Barty. Je n'aurai pas de réponse à ce mail. Les vacances de carnaval débutent donc. Je reviens l'après-midi, donc à 13h20, on reprend son poste. Et à 13h20, donc ça se passe, les élèves sont revenus de la parade et semble-t-il, c'est comme s'il ne s'était rien passé. On ne s'était pas retrouvés dehors, mis hors de mon poste. Là débutent les vacances de carnaval et les vacances de carnaval durent 2 semaines. Oui, et c'est 2 semaines plus tard. Une cabale est montée par rapport à Madame Charles-Nicolas. Donc on continue. Quelle est cette cabale? Comment ça se passe? Ben c'est, j'ai envie de dire, en même temps redoutablement simple et puis en même temps c'est là qu'on tombe dans le scabreux parce que je vais être accusée de maltraiter mes élèves. Le 11 mars. Le 11 mars. Oui. C'est-à-dire que dans un rapport de l'inspectrice de la circonscription de Saint-Joseph adressé au rectorat de Martinique, l'inspectrice demande, suite à un échange qu'elle a eu avec des parents d'élèves, elle s'était rendue donc à l'école comme j'ai expliqué le 11 mars, elle demande clairement une sanction à mon encontre sans jamais m'avoir reçu. Alors, je reprends. Le 12 février, votre fille se fait taper dessus avec une ardoise. L'enseignant reconnaît. On dit que c'est un fait de classe. Il dit que c'est un fait de classe. Il a l'impression que votre fille se moque de lui dès qu'il a le dos tourné. On dit bien l'impression, sans justifier d'un mot, d'une attitude, etc. C'est une impression qui justifie le coup d'ardoise. Oui, à la tête. Et là, d'un coup d'un seul, c'est-à-dire que vous êtes, on vous reproche combien de griefs? 5 griefs. 5 griefs. Oui. Ça veut dire qu'on ne vous a jamais interpellé là-dessus. On ne vous a jamais reçu pour vous dire tiens, il y a déjà un premier, il y a un deuxième, il y a tel parent qui s'est plaint, ou tel collègue, ou tel enfant. Non. Boum, 5 griefs vous tombent dessus parce que vous avez simplement voulu protéger votre fille. Tout à fait. Et que votre fille était dans l'école où vous enseignez, d'accord, et que la directrice, alors on peut interpréter comme on veut le fait qu'elle couvre l'enseignant qui a tapé, mais qu'elle a l'impression qu'on pourrait la sanctionner ou la réprimander du fait qu'il on se demande qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, 5 griefs vous tombent dessus. Les 5 griefs qui sont quand même des mensonges, oui, mais qui sont annoncés pour l'exclusion en fait. Oui, tout à fait. Pour les sanctions cascades. Voilà les griefs mensongers, donc pour une exclusion de 2 ans, dont 1 an sans salaire. 2 fois. Mais punition de l'élève en le mettant debout au piquet dans un coin de la classe ou en le faisant asseoir par terre. C'est faux. Violence envers un élève qui s'est retrouvé avec des marques de griffure, puis isolement de cet élève en le mettant assis seul sur un banc à l'extérieur de la classe. C'est faux, il n'y a pas de banc non plus à l'extérieur de la classe. Punition des élèves en les mettant debout face au mur, avec un seau d'eau à la pied, à des fins de contemplation de l'eau. C'est faux également. Utilisation de la pince à linge pour faire taire les élèves. C'est faux, c'est une expression, la pince à linge. Ah, donc ça veut dire qu'elle lui a mimé, elle a dit voilà. Elle a mimé. Oui. Alors d'accord. C'est ce que beaucoup de professeurs connaissent. C'est l'index parce que ce sont des grandes sections. J'ai une grande section CE1. Donc en fait, le mime,
se transforme en utilisation de la pince à linge. C'est-à-dire que le mille devient un hologramme de pince. Ah, voilà. D'accord, ok. Incitation à l'humiliation de l'élève par ses camarades, donc d'un élève de classe, en lui demandant de l'ignorer ou de faire comme s'il n'existait pas. Voilà, on vous met en prison pour ça, en gros, hein. On vous enlève votre salaire, 2 ans. Et tout ça, tout ça est non, on appelle ça non caractérisé. Ça veut dire en fait, il n'y a pas de date, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas d'heure, il n'est pas circonstancié. Voilà. On ne sait pas quel enfant. On ne sait pas quel enfant, on ne sait pas quelle heure, quelle date, quel jour. C'est super ça. C'est-à-dire que quand on veut chien, on dit qu'il a la rage. D'accord, on dit qu'il a la rage. On ne démontre pas qu'il a la rage. Donc ça c'est quand même assez beau. Et voilà un petit peu les ajustements du système que nous ne cessons de dénoncer depuis des années. Mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que les 5 griefs vous sont notifiés et ça a des conséquences. Oui, je vais... alors, c'est important de préciser qu'à ce stade, je ne sais pas que l'inspectrice a rédigé un rapport demandant sanction. Au mois de mars, je ne le sais pas. Je vais recevoir, je ne vais jamais être reçue par l'inspectrice, ça c'est très important, et puis surtout je vais recevoir un arrêté de suspension. Mais celui-ci ne m'indique toujours pas les raisons pour lesquelles je suis suspendue de mes fonctions à titre conservatoire. L'arrêté de suspension est une mesure conservatoire, c'est-à-dire que ce n'est pas une sanction. L'administration est censée instruire et, semble-t-il, à des éléments qui l'amèneraient pour l'organisation du service et pour la continuité de service à vous sortir de la classe, d'accord, et à instruire. Sauf que je suis physiquement sortie de la classe et l'inspectrice, par le biais de sa secrétaire, quand je reçois ça, dira en fait le but c'était juste de vous sortir de la classe, c'est-à-dire que je ne vais déjà pas pouvoir revenir à l'école et prendre mon poste. Ensuite on va me transmettre cet arrêté portant suspension de mes fonctions. Donc à partir de ce moment-là je ne suis plus dans la classe et je vais demander, je vais écrire au rectorat en disant que je voudrais savoir pour quelles raisons, quels sont les motifs, et je n'ai pas de réponse. Et entre-temps, parallèlement à cela, il y a notre fille qui est toujours déscolarisée, puisqu'on n'a aucune solution pour elle. On a ce monsieur qui officie toujours dans la classe, et la directrice, comme l'inspectrice d'éducation qui m'a reçu le 11, ne donne aucune réponse. Donc ça veut dire qu'on laisse l'enfant dans la même classe? Oui, soit on laisse l'enfant dans la même classe, soit il reste à la maison. Je suis obligé, moi papa, de garder l'enfant à la maison. Ça veut dire que cet enfant a été déscolarisé finalement 3 semaines. 3 semaines à cause d'une IEN, d'une inspectrice d'éducation nationale, qui n'a pas fait son travail, qui n'a pas pris en main le problème. Elle ne nous a pas reçus, elle n'a pas instruit, et en plus elle me dit c'est de votre sort. On peut se demander, est-ce que les enfants d'enseignants sont soumis à un régime particulier? Est-ce que tous les enfants d'enseignants n'ont pas les mêmes droits à la protection de l'enfant? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit à signalement? Est-ce que, parce qu'il y a une espèce de corporatisme du monde enseignant, est-ce que, au final, il ne faut pas soulever les agissements, entre guillemets, de brebis galeuses, de tel ou tel milieu, en l'occurrence l'enseignement? Alors, finalement, par rapport à ces 5 griefs, quelle suite vous donnez-vous et quelle suite l'éducation nationale donne à ces 5 griefs? Eh bien, la suspension de 4 mois, c'est-à-dire avril, mai, juin, juillet, va déboucher sur un conseil de discipline. Et fin juillet 2019, va se tenir un conseil de discipline. Et début août 2019, je suis notifiée d'une sanction d'exclusion de 2 ans. Donc 1 année ferme, sans salaire, sans traitement. La sanction donc, va s'appliquer entre août 2019 et août 2020. Et donc, je vais déposer un recours auprès du tribunal administratif de Fort-de-France qui annulera, mis a posteriori, la sanction qui a déjà été appliquée. Alors, 2 ans de suspension, non, d'exclusion, dont 1 année sans salaire. Sans salaire. Oui. 1 année ferme, ça veut dire
Vous n'êtes pas dans la classe et vous ne percevez pas votre salaire. Une année avec sursis, ça veut dire que vous êtes dans la classe et vous percevez votre salaire, mais attention, s'il y a un souci, le sursis tombe. C'est comme le système judiciaire. Donc là, c'est 1 an sans salaire et sans pouvoir exercer. Mais ce qui est particulier, comment ça se passe ce conseil de discipline? Qui est présent? Qui participe à ce conseil de discipline? Et quelles sont les preuves qui attestent des griefs qui vous sont reprochés? Alors justement, on va revenir un tout petit peu en arrière quand vous me disiez, bon, vont naître 5 griefs sortis de nulle part. Je vous ai expliqué qu'entre avril et juin, je n'ai pas eu connaissance de ces griefs, et je précise juin parce qu'en fait, quand l'administration entame une procédure disciplinaire à votre encontre, elle a l'obligation de vous donner accès aux éléments de votre dossier. C'est ainsi que je découvre que dans mon dossier, il y a des courriers de parents qui se plaignent qu'on leur ait dit que j'ai griffé leur enfant. Quand les parents se plaignent qu'on leur a dit, oui. C'est-à-dire qu'ils ne se plaignent pas des griffures vues avec certificat médical attestant des griffures. On leur dit que vous avez griffé, mais il n'y a pas de trace de griffure, il n'y a rien. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas d'heure, il n'y a rien. D'accord, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de mois. Rien. Les courriers sont pratiquement tous datés du 11 mars. Les parents se sont plaints le même jour, donc vous auriez griffé? Non, même pas. C'était après, juste le jour de la rentrée. De parents qui semblent remettre en cause mon comportement à l'égard de leurs enfants sont de fait, quand je découvre le dossier en fin juin 2019, tous datés de mars, du 11 mars 2019. Le jour de la rentrée, après les vacances de carnaval. C'est-à-dire que, en fait, c'était le premier jour. C'est-à-dire que pendant les vacances de carnaval, les parents n'ont pas écrit, et ils écrivent le premier jour de rentrée de vacances de carnaval. Alors on a su, alors je vais le dire carrément, parce qu'on a eu des témoignages qui vont dans ce sens, que l'IEN en question a appelé pendant les congés scolaires du carnaval, à contacter les parents. Oui. Non, c'est que quand tu dis l'IEN, chaque fois je suis obligé de... L'inspectrice d'éducation nationale. Parce que tout le monde ne connaît pas les sigles. D'accord. L'inspectrice d'éducation nationale a contacté donc certains parents pour les appeler à témoigner contre Alix, contre ma femme. Après, on sait qu'il y avait un petit moteur, un petit noyau dur de parents qui protégeaient un peu, on va dire, qui sont de la famille, on va dire, de la directrice, qui ont cherché à ramener d'autres parents, à motiver d'autres parents à témoigner contre ma femme. Mais en fait, comme on l'a vu sur les griefs, en fait, je peux vous les citer les griefs, il n'y avait rien, c'était du vide. Donc il me semble qu'il y a même un parent qui a témoigné que c'est une feuille de présence qu'il a signée et non pas, c'est-à-dire qu'en fait on lui a fait signer quelque chose d'autre qu'il n'a pas vu. Tout à fait. Donc un faux. Oui, il y a un parent. On lui a fait signer, oui. Il y a un parent, alors il y a eu 2 conseils de discipline. Oui. Ce parent a témoigné lors du 2e conseil de discipline, qui a pris exactement la même décision pour les mêmes griefs, parce que la décision avait été annulée par le tribunal administratif, le premier conseil de discipline. Ils ont retenu un 2e conseil de discipline. En octobre 2020, je suis à nouveau devant un conseil de discipline qui est composé, je vais répondre à votre question, qui est composé de mes pairs, c'est-à-dire des enseignants, comme moi, 2 syndicats. Donc on est dans le premier degré, donc on va dire qu'il y a 2 syndicats majoritaires qui à l'époque siégeaient en commission et donc en audience disciplinaire. Il y a des représentants des enseignants, il y a des représentants de l'administration, c'est-à-dire le DRH, le secrétaire général à l'époque. Il y a aussi des représentants des supérieurs hiérarchiques de l'enseignant, c'est-à-dire des inspecteurs et des inspectrices de l'éducation nationale. Et puis il y a la personne qui préside le conseil disciplinaire. Alors, la première fois, c'était, si je ne dis pas de bêtises, c'était Corinne Gaulle, l'ex-Dazen, celle qui vient de terminer sa mission de Dazen, qui était chaque fois que tu vas dire Dazen, directrice administrative adjointe des services de l'éducation nationale. C'est la numéro 2, en fait, dans l'organigramme du rectorat. Donc elle a présidé la première audience disciplinaire et puis la 2e audience disciplinaire du 20 octobre 2021 a été présidée par le recteur de l'Académie Pascal Jean. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un parent qui a osé témoigner en public, devant tous, et dire, mais attendez,
le document principal qui constitue les plaintes, ça veut dire 2-3 pages de plainte et à la fin la signature de tous les parents, des parents qui ont participé, qui co-signent donc cette plainte. Mais pour elle, c'est un faux. Pourquoi? Parce que la signature qui apparaît sur ce document, elle n'a signé qu'un seul document. Elle n'a signé que la feuille de présence. Et elle a une feuille de présence, elle était en présence de quoi? De qui? Quand? Alors, le 11 mars 2019, au retour du carnaval, cette dame, l'IEN, l'inspectrice d'éducation nationale, tient une réunion dans le réfectoire. Et cette dame décrit la réunion et dit voilà, qu'on lui fait signer un papier, une feuille blanche A4, normal, mais pliée en deux. Et qu'on lui dit tiens, c'est la feuille de présence. Mais elle demande mais pourquoi vous avez plié cette feuille en deux? Puisque je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Elle voit qu'il y a une feuille blanche, une moitié blanche, mais elle ne comprend pas pourquoi. Et on découvre en fait, après coup, que c'est sur ce document qu'a été saisi le texte a posteriori. Donc les signatures étaient déjà là sur la feuille de présence. Et on a donc en fait, on a fait signer une feuille de présence blanche. Voilà. Et derrière, on rédige ce qu'on veut. Tout à fait. Et il y a la signature. Tout à fait. Ah, alors, et le parent avoue qu'il a signé. Il ose. Encore une fois. Parce qu'on est dans un système particulier. C'est-à-dire que là, il s'agit de monsieur et madame Jean-Nicolas. Mais depuis que nous existons, vous voyez bien que chaque fois nous sommes en présence d'affaires à peu près similaires, où un certain nombre de personnes se réunissent pour casser, voler, spolier, écraser, et en fait, ils ont tout l'appareil judiciaire, etc. avec eux. Donc vous savez très bien de qui on parle et de quelle structure nous parlons et qui peut faire ça et qui a le pouvoir de pouvoir faire ça. Donc, ce qui est important là actuellement, c'est qu'une personne tranquille, un couple, nous sommes chez vous, tranquille, avec, vous avez 2 enfants, oui, deux enfants, tranquille, monsieur travaille, madame travaille, vous avez acheté votre maison, enfin, un couple, j'allais dire, entre guillemets, des plus tranquilles et normal, parce que votre fille peut-être dans le mauvais établissement et dans l'établissement où vous enseignez, vous vous retrouvez avec aujourd'hui 2 conseils de discipline, 2 fois des sanctions. Oui. D'accord. D'ailleurs, on peut se demander, est-ce qu'à un moment donné, les sanctions sont cumulatives? C'est-à-dire que chaque fois que le tribunal administratif va annuler ou recommencer, mais la sanction a déjà été appliquée et vécue. Donc sans salaire. Et donc vous la donc en fait, il y a une espèce d'acharnement. Tout à fait. Il y a une espèce d'acharnement. D'accord. Alors on continue. Donc le parent, lui, a reconnu que grosso modo, on lui a fait signer une feuille dont il n'a pas vu les tenants et les aboutissants. Pour lui, c'est juste une feuille blanche avec une feuille de présence. Et que ce qui est là, en effet, ne correspond pas à ce qu'il a signé. Alors, donc c'est un... Je ne sais pas quelle est la dénomination exacte, c'est un faux en écriture ou quoi que ce soit, mais en tout cas, cette personne n'a pas signé cette liste de plaintes, pas du tout. Elle a signé une feuille de présence. Faux et usage de faux. C'est faux et usage de faux. Et surtout qu'elle a posé, cette personne, la question à l'inspectrice d'éducation nationale, qui a dit non, c'est une simple feuille de présence. D'accord. Alors, lorsque le parent avoue ça au conseil de discipline, quelle est la réaction des gens qui participent au conseil de discipline? Il n'y a pas eu de questions et j'en étais fort étonnée. J'ai fait la remarque lors de l'audience disciplinaire du 20 octobre 2021. Vous aviez un avocat? Tout à fait. J'étais accompagnée, moi, de mon avocate. Mon époux était là en qualité de témoin. Et tout comme l'administration qui a produit 2 témoins, c'est-à-dire la directrice et l'inspectrice de l'éducation nationale, moi, j'avais le droit de produire un témoin et cette maman, vous le disiez, elle a osé, mais elle a d'autant plus osé, elle l'a indiqué au conseil de discipline qu'elle était très mécontente parce que sa signature lui avait été prise, mais vraiment de façon... c'était pas du tout ce qui lui était annoncé, d'une part, et d'autre part, elle en a profité pour bien dire à l'audience qu'elle était très satisfaite de l'enseignement que j'avais pu délivrer à son enfant. Donc, alors, ce n'est pas quelqu'un de notre famille. On ne la connaît absolument pas. C'est quelqu'un qui... C'est un parent d'élève. C'est un parent d'élève. Alors,
Donc vous avez pu changer d'établissement? Tout à fait. À quelle année vous avez, à quelle rentrée? J'ai obtenu mon affectation dans la nouvelle école, quitté l'école du Blotin en Gros-Mende en septembre 2020. D'accord. Et comment ça se passe là? Très très bien. La rentrée s'est très bien passée. Donc 2020, hein? Oui. D'accord. Mais il me semble qu'il y a eu 2021. 2020, je suis affectée à l'école de... La sanction s'arrête le 2 août 2020, 2 août 2019, 2 août 2020. Et en septembre 2020, ma nouvelle affectation, c'est une école de la montagne. D'accord. Et là, tout se passe bien. Là, je fais jusqu'à... Il y a peu. Tout à fait. Tout à fait. Et surtout, nous n'allons pas faire un conseil de discipline avec une signature, on n'a même pas parlé de ça, avec une signature supplémentaire. Ah oui, c'est-à-dire qu'on a oublié de parler de ça, c'est-à-dire qu'il y a un conseil de discipline, et puis on trouve qu'il y a, par exemple, combien de présents? 14, c'est ça? Il y a 13 présents. Il y a une signature qui apparaît, donc la personne... Il y a 11, le président de séance, le PV a été établi par l'administration, donc validé par l'administration, émis par l'administration, et on dit, le président de séance, en l'occurrence Pascal Jean, compte pour voir sur le quorum est atteint, il y a 11 présents. Quand on délibère, on vote pour les sanctions, pour chaque sanction, on va dire combien de voix pour et combien de voix contre ça a récolté. Et on tombe à chaque fois sur 14 votes, pardon. Il y a 11 présents, il y a 14 votes. Je vous laisse faire le calcul. Et puis surtout, on a aussi une personne qui n'apparaît pas du tout comme signataire du vote, comme ayant participé au conseil de discipline. Parce qu'elle n'était pas au débat. Elle n'était pas au débat. Ne peuvent voter que les personnes ayant participé au débat, c'est-à-dire là, dès le début de l'audience disciplinaire. Et là, voilà. Il y a quelqu'un qui n'est pas présent, mais qui a voté. Il y a 11 présents, il y a 14 votes. Et avec ça, on continue à vous emmerder. Oui, je l'ai dit d'ailleurs lors de la deuxième audience, j'ai conclu en disant que si les membres de la commission disciplinaire qui étaient présents réunis votaient en faveur d'une sanction, c'est qu'ils participaient selon moi à la destruction d'une famille. C'est clair. Alors le recteur n'a pas obtenu la majorité des voix puisqu'il n'y a que les membres de l'administration, faut-il croire. On peut penser qu'il ait voté pour la sanction. En tout cas, je suis là encore mortifiée parce que dans son arrêté portant sanction, le deuxième, il précise qu'il n'a pas obtenu la majorité des voix, mais qu'il s'est fondé sur le témoignage d'une collègue qui, elle aussi, avait son enfant dans la classe. Donc je n'étais pas la seule maman enseignante à avoir son enfant dans l'école, il y avait une collègue qui avait son petit garçon dans ma classe à double niveau, donc qui était en grande section. Et il dit, le recteur, je vous sanctionne parce que cette collègue vous accuse d'avoir mis son fils de 4 ans, 5 ans, de sa 5e année, assis à terre pour lire un livre en guise de punition. Ce qui est faux, ce qui est totalement faux. Je l'ai dit d'ailleurs à la collègue quand elle a fait irruption dans ma classe, et c'est là qu'elle est sortie de la classe quand je l'ai invitée avec insistance à sortir. Elle vociférait, elle m'a juste répondu, il ne fallait pas commencer. Nous sommes fin février, après le dépôt de plainte, avant la sortie. Il ne fallait pas commencer. Donc il ne fallait pas commencer, ça veut dire qu'il ne fallait pas oser signaler tout à fait. Signaler le coup d'ardoise sur la tête de votre fille. Donc, une fois que ce conseil de discipline a lieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le 17 novembre 2021, je suis notifiée d'un arrêté portant sanction disciplinaire d'exclusion de mes fonctions pour 2 ans, dont 1 année ferme. C'est-à-dire que malgré tout ce que j'ai produit, malgré tous les échanges qu'il y a eu, y compris durant les 2 ans d'instruction au tribunal administratif de Fort-de-France, qui ont conduit à l'annulation de la sanction, parce que le tribunal a statué sur un vice de procédure, le recteur Pascal Jean a repris une procédure disciplinaire pour les mêmes griefs, et à l'issue de l'audience, lui, il en a gardé que ça méritait, que j'étais coupable et que ça méritait une sanction d'exclusion de 2 ans. Donc j'ai repris ma classe, j'avais repris ma classe depuis l'année 2021. Et bien le 17 novembre, je n'ai plus de classe, je ne peux plus travailler et je n'ai plus de salaire. Nous sommes à 1 mois de Noël.
En juin 2023, là, donc à la sortie des vacances, là on fait notre rentrée générale lundi, mais à la sortie des vacances, je découvre par le biais d'un parent qu'une cabale diffamatoire est en train d'être montée, organisée, orchestrée par un parent d'élève à l'école de Pelletier. Parent d'élève qui n'a pas d'élève dans ma classe, que je ne connais pas, que je ne côtoie pas, et qui, de surcroît, se présente comme étant une enseignante, mais qui me connaît et qui est ma collègue. Qui me connaît. Donc, un parent d'élève enseignant qui dit me connaître, d'accord, mais que je ne connais pas du tout, dit avoir travaillé avec moi, mais je n'ai pas du tout travaillé avec cette personne. Elle n'a pas d'enfant. Et j'ai entendu l'audio, puisque l'audio est arrivé, où elle dit très clairement, parce qu'elle ne reste pas dans son droit de réserve. Non. En tant qu'enseignante. Mais même, elle propage un mensonge. Et elle propage un mensonge. Parce que, oui, et là, elle appelle carrément. Ah oui, vas-y. Elle appelle carrément les parents d'élèves à grossir le dossier. Oui, j'ai entendu l'audio, c'était assez impressionnant. Oui. Donc, voilà. Et donc, de témoigner, en fait, si possible, comme... Pareil, d'adresser des courriers de plainte, c'est toujours le même... Ça veut dire que c'est une histoire qui peut arriver à n'importe qui. Tout à fait. C'est-à-dire que vous, faisant confiance au fait que même pas une justice, un fait quand même anormal de votre enfant qui serait frappé de coups d'ordre se retourne contre vous au point où vous êtes sanctionné, vous êtes exclu de la et on essaye de faire en sorte que tout le corps parental et enseignant, j'aurais presque dire de la Martinique, je ne sais même pas de tout le territoire dit français, que vous soyez une espèce de bête noire, tout à fait. Voilà, et une dame à fuir, et donc surtout ne pas mettre des enfants en contact avec vous. On passe de nous, victimes, ou de ma femme victime, avec ma petite fille, à ma femme bourreau. On est vraiment dans une image très contrastée. Très saisissant. C'est nous qui devons nous plaindre, c'est notre petite fille qui s'est fait frapper à la tête par un professeur, et d'un seul coup, on se retrouve. Alors, maintenant, où en est votre dossier à l'heure actuelle? J'ai demandé M. Pascal Jean à quitter ses fonctions en mars 2022. Il ne m'a jamais reçu non plus en audience. J'ai demandé, dès l'arrivée de la nouvelle rectrice Nathalie Mons, une audience. Et à ce jour, mes demandes d'audience restent lettres mortes. Alors, il y en a eu des audiences au tribunal administratif depuis. J'ai eu l'annulation de la deuxième sanction. J'ai fait un référé. Suspension. Ensuite, j'ai eu l'annulation au fond, qui fait que cet arrêté portant sanction disciplinaire d'exclusion du 17 novembre, il est illégal. Et je n'ai toujours pas été entendue par la rectrice, ni par ses services. Et aujourd'hui, par contre, la rectrice m'a à nouveau notifié d'une troisième sanction. Donc, une troisième sanction. Une troisième sanction, c'est-à-dire alors si j'ai bien compris, un abaissement d'échelon. Oui. D'accord. Pour les mêmes griefs. Pour les mêmes griefs. Oui. Toujours. D'accord. Donc, exclusion. 2019-2020, 1 an d'exclusion sans salaire. Oui. 17 novembre 2021, 23 décembre 2021, exclusion ferme. D'accord. Donc, deuxième sanction. Deuxième sanction, oui. Et 26 juillet 2023, troisième sanction qui s'applique à abaissement des Alors, on est tenté de se demander quelle sera la quatrième. Je tiens à dire que j'ai été profondément choquée des accusations mensongères qui ont été portées, de constater qu'elles sont encore colportées, que l'objectif, il est clair, il est de nuire, il est de détruire, pas seulement une réputation, mais de détruire une famille. J'ai été particulièrement choquée de voir qu'on a attaqué mes enfants aussi, parce qu'ils ont connu, ça fait 4 années de procédure, des passages compliqués dans leurs établissements, dans leur établissement, et que ça, je trouve ça innommable. Je suis enseignante, mais je le dis d'ailleurs à mes parents d'élèves, je suis aussi maman, et je suis d'abord maman. Donc, je sais ce que c'est que d'avoir la responsabilité
des élèves, mais je sais ce que c'est aussi que des parents me confient leurs enfants. Et c'est pour ça que je ne cesserai de le dire, de le crier, je suis innocente. Je ne comprends pas pourquoi cette administration qui se dit bienveillante, l'école de la confiance, l'école de la bienveillance, ne me reçoit pas. Pourquoi il n'y a eu aucun dialogue, pourquoi les demandes restent lettres mortes? Comment peut-on à ce point se montrer inhumain et enchaîner les sanctions en cascade? J'aimerais qu'on m'explique aujourd'hui qui peut supporter 4 années de procédure et des sanctions sans salaire ou des réductions de salaire. Aujourd'hui, dans la situation qu'on vit en Martinique, qui peut tout cela en étant innocent? Est-ce que je peux vous poser une question? Comment allez-vous? Mentalement, psychologiquement, comment on peut traverser ça? Quelles sont les répercussions? Vous êtes un couple, hein? Oui. Quelles sont les répercussions pour vous? Non, mais je pose la question, parce que c'est ça qui est important. Les gens sont dans leur bureau, ils prennent des décisions, tout à fait. Mais vous, dans votre vie de tous les jours, comment cette année sans salaire, alors qui est-ce qui a compris? Vous avez cette maison-là, il y a un crédit dessus? Bien sûr. D'accord? Oui. D'accord. Donc, ça veut dire il y a des répercussions. Oui. Je rigolais quand je disais on va manger des sardines tout le mois. Mais bien sûr que ça a des répercussions sur l'alimentation, sur plein de choses. Ça a des répercussions aussi sur l'attention au sein du couple. L'attention, c'est-à-dire en 2 mots, hein, là, comme l'attention. Oui. Mais l'attention, elle s'est créée. Et voilà. Et quand vous dites que le salaire, il y a aussi là, des avocats à payer. Donc il y a beaucoup d'argent qui est sorti sur 4 ans. Donc il y a des projets qu'on avait qui ne se sont pas faits. Des projets d'achat ou de réalisation de bungalows, de choses comme ça, ou d'autres petits projets qui n'ont pas pu se faire pendant 4 ans, puisque financièrement, on n'avait pas les reins assez solides pour mener, et qu'il fallait subvenir aux besoins de la famille, mais à minima. J'ai bénéficié de la solidarité humaine, on va dire, de maman. Donc de vos parents? Non, de maman, qui m'ont permis, par exemple, d'avoir des uniformes pour les enfants. Ça paraît des choses pas très compliquées à avoir, mais mis bout à bout, quand il vous faut suivre vos procédures, mener vos procédures et que l'avocat, il faut le payer, et que vous n'avez pas de salaire, que votre mari doit déjà supporter le coût des charges fixes, parce que lui a une rentrée fixe. Oui, j'ai eu des mamans qui m'ont aidée. J'ai eu coutume de dire, dès que j'ai repris mon poste, que c'était de la fripe. Hein. J'ai des amis qui m'ont donné des vêtements, qui continuent à me donner des vêtements, et c'est avec grand plaisir que les enfants les portent, et que je les porte. Et voilà, mais quand on sait qu'on n'a rien fait, et que ce pourquoi on se bat est juste, c'est le meilleur exemple qu'on peut donner à nos enfants, parce qu'il faut bien penser que les enfants voient pourquoi on se bat et que ils ne sont pas à l'abri, donc il faut le faire. Il faut le faire. Et est-ce que ça vous est arrivé, M. Jean-Pierre, de douter de votre femme? Non, pas du tout. Parce que je la connais, et puis que... Non, pas du tout. Et puis, on n'a pas cité des griefs, mais il paraît que c'est tellement aberrant. Oui, on va les citer d'ailleurs, je trouve. Je disais, mais ça semble tellement débile, tellement faible. Et puis, en même temps, c'est pour ça que je disais à ma femme, mais c'est bizarre quand on a connu les griefs. C'est tellement aberrant que ça n'a pas lieu d'être. On ne peut pas penser que ça débouche une sanction. Et donc, en même temps, si l'on pris en compte, c'est qu'il y a vraiment une volonté de nuire. Et puis, autre chose encore, sur ce que tu disais là, mon fils est venu me voir justement. Il m'a dit, mais papa, à quoi ça sert de dire la vérité, de chercher à être juste pour, comme maman, se retrouver dans de telles difficultés. Voilà. Et je lui ai dit, mais mon fils, regarde, c'est parce que ta maman est juste, reste droite dans ses bottes, dit la vérité, que heureusement on a une petite chance avec la justice pour avoir un peu raison et qu'elle recommence à travailler. Voilà, c'est juste, si tu restes dans tes valeurs, dans ces valeurs-là, tu restes droit dans tes bottes, tu as une chance, une petite chance que tu
Voilà, alors voilà, on a là, dans ce cas, quasiment un cas d'école où un fils, donc un jeune homme adolescent, oui, tout à fait. D'accord. Vous imaginez, il sort dehors avec cette idée d'injustice subie par ses parents, mais il peut tout casser, il peut marcher parce qu'en réalité, rien à foutre de quoi que ce soit, on ne respecte pas la vie de mes parents, on ne respecte pas la vie de ma soeur, donc moi je peux tout casser aussi, etc. C'est ça, ça veut dire que vous avez un système violent, c'est ça. Et c'est ce qu'on appelle pour nous la violence institutionnelle, c'est-à-dire qui est violent, mais comme il n'y a pas de vitre cassée, il n'y a pas de moto volée, de chaînes arrachées et d'enfants tués là, enfin de jeunes tués, on ne va pas voir que c'est de la violence. Mais la violence, elle naît justement d'actes comme ça. Donc je prends la responsabilité de dire que toutes les personnes qui ont été en charge de ce dossier et qui devaient recevoir le monsieur qui a frappé l'enfant sont des violents et des irresponsables. Alors, ils ont qu'à m'attaquer en justice pour je m'en fous complètement. Complètement. Vous n'êtes pas malheureusement les premiers, vous ne serez peut-être malheureusement pas les derniers à être mis à l'index, à être jeté en pâture. Par contre, vous faites partie des très peu à prendre la responsabilité d'affirmer la vérité. Et en ce sens, bravo. Et j'espère que vos enfants se serviront de cela pour se dire que quels que soient les événements, dès que moi, je peux dormir sous mes deux oreilles et que j'ai dit la vérité, que j'ai été juste, je suis pleinement dans ma mission de vie. Oui. Tout à fait. Et je suis en accord avec moi-même. Voilà. Je suis en phase. C'est ce qu'on dit couramment, on dit je peux me regarder dans la glace. Je peux me regarder dans la glace. Alors c'est vrai, le système a l'habitude de faire pression, salaire, image, réputation, etc., de faire pression, mais qu'est-ce qu'on va dire? Des fois même nos parents nous disent, bon tu sais peut-être que, etc., etc., etc. Et peut-être qu'après cette interview, certains vous disent, ah ouais mais quand même, hein, bon, tu n'as pas peur pour l'avenir de tes enfants? Ma mère me dit ça souvent pour mes enfants. Et moi je lui dis non, c'est pas la peur qui doit me conduire, c'est le courage, la vérité, la rectitude et la justice. Force, lignée, respect, l'honneur. J'espère qu'on se retrouve bientôt. Je vous annoncerai que je suis reçue par la rectrice en audience privée.